On dit qu'il s'agit du chantier du siècle. La rénovation énergétique des bâtiments en France concerne environ 5 millions de logements dits passoires thermiques et 400 millions de mètres carrés de bâtiments publics. Construits en majorité avant 1975, ces bâtiments publics sont à eux seuls responsables d'environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre et représentent près de la moitié de la consommation d'énergie en France. La France qui s'est engagée à respecter l'accord de Paris et à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, relever ce défi apparaît donc comme une priorité absolue. Dans un contexte de crise énergétique et de réchauffement climatique, il faut donc agir au plus vite. Depuis sa création en 2018, la Banque des Territoires est engagée dans la transition écologique et la rénovation énergétique des bâtiments. Interlocutrice privilégiée, facilitatrice ou encore chef d'orchestre, elle s'est imposée comme un soutien incontournable pour les collectivités locales, les professions juridiques ou encore les bailleurs sociaux. Je vous propose d'ouvrir cette émission en abordant la thématique de l'habitat. La Banque des Territoires a déjà financé la rénovation thermique de plus de 200 000 logements sociaux et le rythme va s'accélérer. Alors ici vous êtes sur la résidence Castiglione à Trappes. La résidence elle se compose de deux immeubles sur 11 étages. Donc les deux cumulés, les deux tours font 140 logements. On a une démarche assez innovante, on défriche un peu notamment sur le sujet de la préfabrication. On utilise un isolant par l'extérieur qui est préfabriqué. C'est vraiment la marque distinctive de ce projet. Alors, concrètement, ce sont des panneaux qui sont usinés, mais qui intègrent la totalité des éléments, c'est-à-dire bardage, laine de roche isolant et les réservations nécessaires pour qu'on puisse ensuite le visser directement sur les façades. Ce qui limite très clairement l'émission de bruit pour les locataires. C'est un autre avantage et pas des moindres, c'est que vu que les éléments sont préfabriqués, on monte très rapidement le complexe et on peut avoir fini 6 à 7 fois plus rapidement qu'un chantier classique. La résidence Castiglione fait partie du dispositif Massireno. Massireno, c'est un dispositif porté par l'État qui vise à proposer des solutions industrielles de rénovation énergétique des bâtiments. On souhaite démontrer qu'en industrialisant ce procédé, on améliore évidemment nos rénovations avec une plus grande économie d'énergie à la clé. L'objectif est ambitieux, on va réduire la consommation par 4. On va passer normalement notre étiquette en B, voire à moins, donc ça c'est très important pour nous. Ce type de rénovation, j'en suis convaincu, va accélérer justement la rénovation thermique des bâtiments. On baisse les coûts et c'est très important à un moment, dans un contexte où il va falloir porter un effort supplémentaire sur la rénovation énergétique des bâtiments. Nous sommes donc à Beauvais, dans l'Oise, le département 60, sur la résidence du Plateau Camargue, où il y a 3 bâtiments qui ont été rénovés, donc 87 logements. Je travaille pour Claisance depuis 20 ans. C'est un bailleur social qui est engagé dans tous les Hauts-de-France et l'Île-de-France. On a amélioré le cadre de vie des habitants. Le premier aspect donc, a été tout ce qui était les extérieurs, les couvertures, les façades, l'embellissement. On a traité l'enveloppe des bâtiments existants en commençant donc par les combles. Et puis ensuite, on a donc rajouté des plaques pour l'isolation thermique des logements. Ensuite, nous avons changé les équipements des logements. Nous avons mis des fenêtres en PVC avec des parties basses fixes. Pour finir, on a aussi remplacé donc, les chaudières par des chaudières individuelles à gaz avec ventouse extérieure. Avec ces travaux, l'objectif était donc de passer de l'étiquette énergétique D à, pour projet, l'étiquette B. Ce qui nous permet d'obtenir une certification NF Habitat et BBC Effinergie, rénovation pour cette réhabilitation. C'est un point d'honneur qu'a mis Claisance de rénover les bâtiments afin que les locataires aient une amélioration de vie au sein de leur logement. Ça permet actuellement de pouvoir gagner en énergie. Donc quand on gagne en coût d'énergie, on gagne en finance. La Banque des Territoires est donc le premier partenaire de Claisance. Il finance 80% de nos projets et on mis une part importante de financement dans ce projet et Claisance a mis des fonds propres.
Bonjour Hakim Lalou. Bonjour Valérian. Alors on vient de voir que la Banque des Territoires accompagne les bailleurs sociaux dans la rénovation thermique de leur parc. On va maintenant s'intéresser ensemble à un autre objectif majeur, la réhabilitation des bâtiments publics. Ils ont été pour la plupart construits, on l'a dit, avant 1975. Ils représentent parfois les 3/4 de la consommation d'énergie d'une commune. Que proposez-vous aux collectivités territoriales afin de les accompagner à faire les bons choix, afin d'être plus efficaces en matière de transition énergétique ? La première étape de la décision de l'élu pour rénover, eh bien, c'est d'avoir une connaissance précise de son parc, des niveaux de consommation énergétique. Et c'est sur cette base-là qu'il prendra la décision. La Banque des Territoires s'est engagée pour mettre à disposition des dispositifs data et numériques pour accompagner la décision des élus et doper ces mises en chantier. Alors dans le concret, justement, quels sont ces dispositifs et plateformes que vous avez créés? Quels sont les objectifs? Pour n'en citer que deux, mon comparateur énergétique, vous allez sur la plateforme Banque des Territoires et vous avez une vision de la consommation énergétique du bâti sur votre territoire et des comparaisons avec des collectivités, on va dire, similaires. Puis sinon, vous avez Prioréno, qui est un dispositif d'intérêt général déployé en partenariat par la Banque des Territoires avec l'État et Enedis et GRDF. Alors Prioréno, c'est quoi? C'est 2000 gigaoctets de données qui permettent d'avoir clé en main une vision de premier niveau sur l'ensemble de vos bâtiments, la localisation, la surface, la hauteur, les usages, et également sur les niveaux de consommation énergétique réels en électricité et en gaz pour faciliter votre décision. Et ça, c'est un dispositif qui est unique. Comment vous avez accès à toutes ces données? C'est là l'un des apports essentiels de nos partenaires fondateurs de Prioréno, que sont Enedis et GRDF, qui ont mis à disposition des API, des tubes informatiques, qui permettent de récupérer vos données réelles de consommation énergétique, bâtiment par bâtiment, site par site, et cela de manière totalement gratuite, simplifiée et fréquente. Est-ce qu'ils sont réceptifs, les élus, à la data? Et je vais prendre l'exemple de Prioréno. Combien de communes l'utilisent déjà? On est aujourd'hui sur plus de 1000 collectivités qui ont fait des demandes d'accès à Prioréno. On est sur 15 000 bâtiments qui sont suivis en production d'un Prioréno et donc sur lesquels les élus ont une vision directe. Mais au-delà de ça, cela fait plusieurs mois que l'on construit une stratégie avec un ensemble de syndicats d'énergie avec qui on a dernièrement signé des conventions. Et cela va permettre de venir accompagner leurs collectivités adhérentes. Et c'est souvent de l'ordre de 300 ou 400 collectivités d'un coup qui peuvent venir. Et donc, in fine, notre ambition à 1 an à partir d'aujourd'hui, c'est d'atteindre les 10 000 collectivités qui bénéficieront de Prioréno. Alors imaginons que moi je sois maire d'une commune, Hakim, et que j'ai envie de rénover une partie de mon parc de bâtiments. Comment ça fonctionne? Comment j'ai accès à ces services? Écoutez, mon comparateur énergétique, vous vous connectez sur la plateforme Banque des Territoires et vous en bénéficiez directement. Pour Prioréno, il y a quelques petites étapes intermédiaires, mais ça va extrêmement vite. Vous devez une première signature de demande d'accès à Prioréno, c'est assez rapide. Une deuxième signature d'autorisation d'accès aux données Enedis GRDF en précisant les sites pour lesquels vous donnez autorisation. Et à partir de là, il y a notre équipe qui est à votre disposition pour donner des accès en 48 heures, clé en main. Vous disposez d'un dispositif qui est très simple d'utilisation, qui est gratuit, rapide et d'intérêt général. Merci beaucoup Hakim Lalou, c'est très clair. Beaucoup à vous. Et effectivement, on l'a entendu, certaines collectivités locales utilisent déjà ces dispositifs. Et comme vous allez le découvrir, la data est devenue essentielle dans leur stratégie de rénovation thermique. La commune de Tumuris comporte environ 4000 habitants. On a des bâtiments très énergivores et bien entendu 6 bâtiments sont concernés par le décret éco-énergie tertiaire parce qu'ils ont plus de 1000 m² et il est indispensable de réduire leur consommation énergétique de 60% à l'horizon 2050. Mon comparateur énergétique apporte, je dirais, une vue d'ensemble des bâtiments communaux, montre qu'à comparaison égale par usage de bâtiments, on peut comparer la commune de Tumuris par rapport à des communes de même taille, etc. Et voilà, en un clic, on me dit que 3915 habitants, 12,35 MWh par habitant par an. Bon voilà, ce sont des statistiques. La surface de l'ensemble des bâtiments, la répartition énergétique entre gaz et électricité. Je fais appliquer les filtres. Et donc il me dit, il y a 6 bâtiments publics concernés, que l'estimation de la consommation totale est d'1,8 GWh par an. Mon comparateur énergétique permet dans son deuxième onglet de raisonner par bâtiment. Et ici, nous sommes à l'école primaire, dite Paul Bert. C'est le deuxième bâtiment le plus énergivore de la commune. C'est un bâtiment qui date du début des années 60 et pas très bien isolé.
Au niveau des travaux, du bouquet de travaux, il y aura une isolation de la toiture par flocage dans les combles perdus, des murs grâce à une isolation thermique par l'extérieur. L'objectif, c'est une réduction de plus de 50% des consommations énergétiques. Rantigny est au centre de l'Oise, à quelques kilomètres près, à 70 km de Paris. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 2500 habitants. Alors on est dans la salle des sports, qui est un bâtiment des années 90, mais on doit en améliorer l'ensemble des performances, parce que en hiver, ça nous coûte effectivement excessivement cher, et en été, c'est un bâtiment qui est particulièrement chaud. Au niveau de l'énergie, nous avons travaillé avec le SE60, le syndicat d'énergie de l'Oise, avec l'objectif d'avoir une lisibilité sur la réalité des consommations de nos différents bâtiments, et puis de la stratégie à mettre en œuvre pour en diminuer les consommations, en améliorer l'efficacité. On va accéder au service. On voit la cartographie de Rantigny avec tous les bâtiments communaux. L'utilisation du logiciel Prioreno permet, avec l'extraction des données sur fichier Excel, de suivre les courbes et de voir les bâtiments les plus énergivores et de mener des actions à la suite pour faire des économies d'énergie. C'est un logiciel qui est facile d'accès et qui est gratuit. L'idée, c'est de gagner du temps à la fois sur le traitement des données, puisqu'elles nous arrivent directement, gagner en fiabilité, puisqu'on n'a pas à éplucher des factures et à reporter des consommations avec les risques d'erreur que ça peut provoquer. Et d'une manière générale, d'avoir une vision par bâtiment de l'ensemble des fluides qui sont utilisés, à la fois électricité et gaz. Aujourd'hui, on traite donc de grandes quantités de données grâce à des outils modernes, mais une fois ces informations collectées, comment mettre en œuvre les projets, les rendre concrets et surtout comment les financer? Vous allez le voir, partout en France, il y a des exemples en la matière qui sont extrêmement nombreux et variés, et ceci quels que soient les territoires et la taille des projets. Je vous propose de partir aux quatre coins du pays pour faire un tour d'horizon et vous inspirer. C'est notre séquence panel. Bienvenue à Grasse, nous sommes donc en région PACA. Il y a 53 000 habitants. C'est la population la plus jeune du département. Alors nous avons 23 écoles et ce sont des petits carnivores, on va dire. Ce sont ceux qui consomment le plus d'énergie. Donc au niveau des factures, rien que pour les écoles, nous sommes à peu près à 400 000 € de coût d'énergie pour toutes ces écoles. Avec bien évidemment le premier objectif, c'est que voilà, les enfants soient dans des conditions optimales et confortables. Alors là, nous arrivons devant l'école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry, où nous avons installé donc 3 nouvelles chaudières tout récemment. 3 nouvelles belles installations pour cette école élémentaire. Alors ça a été un grand plan de rénovation destiné essentiellement aux écoles. On a commencé par des petits travaux que l'on appelle des travaux dits à gain rapide. Par exemple, l'isolation partielle des bâtiments, des locaux, les changements de luminaires, les détecteurs de présence, etc. Tout ça quand même pour la modique somme de 760 000 € au niveau du budget. Ce sont les écoles que l'on a ciblées en premier parce que nous avons beaucoup d'enfants. Et il était nécessaire de mettre en place ce plan de rénovation pour les écoles. Et puis au niveau pédagogique, c'était important aussi que les enfants voient que l'on s'attelle à ces problèmes environnementaux au niveau des économies. Et c'est vrai que j'ai toujours dit que c'était les enfants qui allaient éduquer les parents en matière de bons gestes, plus que nécessaire aujourd'hui. L'agglomération d'Épinal, c'est 113 000 habitants et 78 communes. C'est un territoire plutôt rural puisque sur les 78 communes, 50 communes font moins de 1000 habitants.
Donc nous avons un patrimoine très hétérogène de bâtiments sportifs, culturels, à vocation plus sociale. Nous avons des patinoires, des piscines, des crèches. Et il était important pour nous d'avoir un spectre large d'audit sur la performance de ces bâtiments. Ça représente en 5 mois à peu près 35 000 m² de bâtiments audités. En effet, notamment pour une logique de mise à plat pour bien connaître notre patrimoine. Alors, le principe de l'e-tracting, qui a été rebaptisé sur notre territoire l'EA, l'efficacité énergétique autofinancée, a pour objectif de réaliser des travaux avec des temps de retour sur investissement relativement courts. C'est-à-dire que ces travaux peuvent être amortis dans une logique d'une dizaine à une douzaine d'années et ainsi pouvoir réinvestir les économies réalisées ou en tout cas les dépenses évitées dans d'autres travaux. Donc on est dans une logique de cercle vertueux. C'était un de nos derniers sites de gymnase où on n'avait pas remis des LED, enfin relampé. Et sur les autres sites, on a vu que c'était déjà des grosses économies d'énergie. Là, le bureau d'études de l'e-tracting a conseillé de changer ces luminaires. Les LED, elles sont grossièrement 2 fois moins énergivores. Au niveau consommation d'électricité, c'est 40% d'économie. Pour nous, les atouts de l'e-tracting, c'est d'avoir une approche globale en termes de travaux et également en termes d'engagement financier de la collectivité. Ça nous permet en effet donc d'avoir cette connaissance de l'état du patrimoine, mais aussi de se projeter dans cette logique de cercle vertueux de réalisation de travaux d'économie d'énergie. La Banque des Territoires, à ce titre, a été un accompagnement précieux, notamment en termes d'ingénierie, qu'elle soit technique mais aussi financière. Le centre hospitalier de Bar-sur-Aube. C'est une réhabilitation qui a bien évidemment une portée historique, c'est aussi un investissement tant pour les bars albins que de manière plus large pour les collectivités qui les représentent, aussi bien la ville de Bar-sur-Aube que la communauté de communes. C'est un centre hospitalier de proximité. Il comprend un secteur de médecine nécessaire de 30 lits, un secteur d'unité de soins de longue durée de 30 lits, 130 lits d'EHPAD. Et tout nouvellement, au sein d'une aile historique, est rénové un hôpital de jour ainsi qu'un cabinet dentaire qui est porté par la Mutualité française. C'est un projet de rénovation qui débute en 2016. Le contenu de ce projet, c'est effectivement une réhabilitation complète en termes de structure déjà du bâtiment, que ce soit l'isolation, les ouvrants, les combres, avec, je dirais, toutes les techniques modernes d'isolation qui permettent d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment. Les gains énergétiques sont effectivement conséquents. On est passé, pour exemple, de 448 kW au mètre carré à 156 kW au mètre carré, avec un pourcentage, effectivement, de gain de 65%. En cours de travaux, une réévaluation du projet par rapport à la restauration beaucoup plus complète nécessaire de la toiture. Il a fallu que nous réévaluions notre plan de financement. À travers le partenariat que nous avons eu avec la Banque des Territoires, nous avons pu accéder à la Banque européenne d'investissement. Il y avait une condition pour obtenir ce prêt, c'était effectivement les gains énergétiques. À minima 30%, nous étions à 65%. Ça a permis aussi de mettre en exergue le bénéfice au niveau de cette opération. On a fait le choix avec ses partenaires de se lancer dans cette opération de rénovation, de réhabilitation de cette aile historique, tant au niveau architectural que sur le plan, je dirais, de l'exploitation et également de l'intégration au sein de la ville, puisqu'il y a un attachement de l'ensemble des bars albins à ce bâtiment. Nous sommes sur la commune de Sacé, qui est à peu près à 15 km au-dessus de Laval, qui est la préfecture du département de la Mayenne, et 15 km en dessous de Mayenne, qui est la sous-préfecture, la deuxième ville du département. Ça reste une petite commune, on a 500 habitants. C'est une commune qui est plutôt attractive pour les jeunes ménages. Alors là, on est dans la salle communale qui a été construite donc il y a 40 ans et qui va être rénovée complètement. On va abattre les murs de chaque côté pour agrandir la salle. Et puis évidemment, rééquiper complètement les huisseries, l'isolation, le chauffage, la ventilation, tout ça va être refait complètement à l'intérieur. Aujourd'hui, cette salle, elle sert à la fois de cantine dans la semaine quand les enfants sont à l'école juste à côté. Et puis le week-end, elle va servir plutôt pour soit des locations privées pour les familles qui l'utilisent ou bien pour les associations. Vraiment la salle multi-usage comme on la trouve dans toutes les communes.
La commune a doublé de population, donc il faut à la fois agrandir globalement l'espace de la salle et puis revoir évidemment la partie énergétique du bâtiment. Donc c'est vraiment le projet qu'on a depuis plusieurs années et qui passe en phase concrète sur ce mandat. On se dit c'est quand même une opportunité d'avoir l'école en géothermie à côté, donc on va raccorder les deux bâtiments entre eux avec des forages géothermiques supplémentaires et un réseau de chaleur géothermique qui va permettre de chauffer les deux bâtiments. Et alors, en plus de la géothermie, l'extension de la salle va être en toit plat. Donc on se dit évidemment maintenant toit plat égale panneau photovoltaïque. Et puis d'arriver à atteindre l'autonomie énergétique, là effectivement c'est un projet qui techniquement n'a rien d'innovant, mais qui finalement cumule pas mal de choses pour atteindre ce niveau de performance. On estime qu'on va économiser pratiquement 10 000 € sur 15 000 € d'électricité tous les ans. Sur un projet qui a plus d'1 100 000 €. Pour une commune de 500 habitants, c'est un investissement qui est important. Et la Banque des Territoires nous apporte un financement sur la part qui reste à la charge de la commune. Donc c'est un financement de la Banque des Territoires qui s'appelle le GIP Ambre pour, je crois, l'ambition de rénovation énergétique des bâtiments publics, avec un prêt qui sera étalé sur 25 ans, puisqu'on est vraiment sur un équipement structurant. Donc au-delà du financement, il y a aussi une vraie écoute, une vraie mise en valeur de ce projet et une relation vraiment de partenaires, comme avec les partenaires financiers qui subventionnent le projet. Je suis notaire depuis 2017 et l'étude a très vite grandi, on avait besoin d'espace. On est sur une commune rurale, des locaux disponibles à transformer en bureaux, il n'y en a pas des masses. Cet ancien garage automobile à l'entrée de la commune, qui était à l'abandon depuis plusieurs années, nous faisait envie, mais on avait une problématique, c'était la pollution du sol, et également un bâtiment qui était couvert en amiante. 650 m² de toiture amiantée. Donc c'est un petit billet avant même de poser la première pierre pour la rénovation. Et bien évidemment, on voulait un bâtiment sobre en énergie. Avec l'éco-conception que nous avons du bâtiment, il y a les apports déjà naturels du soleil qui vont nous permettre déjà de faire des gains importants pour les apports de chauffage en hiver. Et aujourd'hui, c'est un espace de vie, de travail. Et par rapport à ça, la solution d'une aérothermie, un chauffage aérothermie, par un principe de climatisation, permettait de pallier aux besoins de chauffage, mais aussi avec les pics de chaleur aujourd'hui que nous avons, avoir la possibilité de rafraîchir aussi le bureau. Sur ce bâtiment, on a un principal intérêt qui est cette façade côté rue avec les retours de chaque côté. L'idée principale d'un point de vue architectural a été de conserver à tout prix la volumétrie simple de ce qu'était le garage pour ne pas venir briser la perception qu'on pouvait avoir de cette façade. On est sur une rénovation profonde, lourde, puisqu'on est venu améliorer de manière colossale les performances énergétiques du bâtiment. Et on a eu une très bonne surprise, malgré l'augmentation du coût de l'énergie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce bâtiment, lissé sur une année, consommation et abonnement compris, donc on a une superficie de presque 500 m², on est à 300 € mensuels, tout compris. Il est clair que sans la Banque des Territoires, il n'aurait pas été possible de financer ce projet, puisqu'auprès d'une banque lambda, la durée d'emprunt n'aurait pas été de 20 ans, mais tout au plus de 12, voire 15 ans, mais après avec des échéances d'emprunt très importantes. Et l'idée, c'est de pouvoir financer également d'autres projets et pas être complètement étranglé par des échéances de prêts immobiliers. Même si on est des professionnels, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Bonjour Gilles Vauclin. Bonjour Valérian. Alors on vient de découvrir un panel de projets que vous financez. On voit que celui-ci est très large pour la rénovation des bâtiments publics. Quelles sommes ont été engagées par la Banque des Territoires ? Entre 2020 et 2022, il faut compter à peu près 1 milliard d'euros rien que sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Avec une accélération sur les dernières années, une accélération qui montre qu'il y a une forme de mobilisation nouvelle qui s'est mise en place depuis 2 ou 3 ans. Alors vous parlez d'accélération, j'imagine que ça passe par une massification des projets. Quelle stratégie vous avez définie pour permettre cette massification ? On a mis en place de l'ingénierie depuis quelques années déjà. Et puis on essaye de renforcer ça maintenant par une vision, on va dire, d'accompagnement un peu plus global de l'amont vers l'aval. On sait qu'un projet c'est long à mener, on aura toute une boîte à outils pour aider les élus sur la durée jusqu'à la décision de financer. Et donc là on a les financements qui évidemment sont disponibles.
On va en parler notamment d'un qui est l'Intracting. C'est une solution innovante pour financer la rénovation énergétique. C'est quoi l'Intracting finalement? C'est une avance remboursable sur 12 à 13 ans maximum, à taux fixe, actuellement c'est 2%, et qui permet aux élus effectivement de faire des travaux de sobriété, c'est-à-dire des rénovations rapides, des changements d'équipement par exemple, de ventilation, et qui vont s'autofinancer par les gains énergétiques réalisés pendant la durée du prêt. Et ça se cumule effectivement avec des prêts qui ont des durées plus longues, 15, 20, 25 ans, même 40 ans si on souhaite, qui permettront de faire des travaux plus lourds d'efficacité énergétique sur les bâtiments. Et avec l'Intracting, vous proposez aussi un service de collecte de data avec Suivi Réno? Oui, tout à fait. Alors c'est une innovation effectivement propre à la Banque des Territoires, puisqu'il s'agit en fait de proposer, en plus du financement, un service gratuit pendant 3 ans, qui permettra aux élus de pouvoir piloter leur consommation et s'assurer qu'ils sont sur la bonne trajectoire en quelque sorte pour que leur gain énergétique soit au rendez-vous. Certains élus hésitent encore à se surendetter finalement sur plusieurs années pour assurer cette transformation énergétique. Comment vous pourriez les convaincre de passer à l'action? Je pense qu'il y a la conviction personnelle, c'est-à-dire qu'on contribue tous à la transition énergétique et écologique et il faut agir maintenant. France Stratégie vient de dire, en grosso modo, il faut qu'on fasse en moins de 10 ans ce qu'on a fait en 30 ans. Donc on voit bien qu'il faut que tout le monde accélère. On sait qu'il faut doubler le volume des investissements d'ici 2030 dans les collectivités locales, y compris sur la rénovation. Donc ça c'est vraiment le premier point, c'est la conviction. Deuxième point, c'est l'intérêt budgétaire, puisque quand on fait des travaux de rénovation sur ces bâtiments, on aura des gains énergétiques, on va baisser l'addition. Et on sait qu'il y a des incertitudes sur le coût de l'énergie, on l'a vu récemment. Donc c'est un élément aussi de sécurisation, on va dire, sur les perspectives budgétaires. Et puis le troisième point, c'est qu'il faut aussi comprendre que la transformation énergétique, ça se fait aussi avec de l'endettement et des investissements supplémentaires qui devront être forcément un peu passés par de l'endettement supplémentaire. Et il me semble que c'est le troisième élément qu'il faut que les élus intègrent aujourd'hui dans leur raisonnement. Merci beaucoup Gilles Vauquelin d'avoir été avec nous. On l'a vu, financer la rénovation énergétique, ça concerne beaucoup de secteurs, le logement, la santé, les écoles, mais ça concerne aussi le tourisme et les loisirs également, des secteurs essentiels pour notre économie et notre bien-être. On est au cœur du parc national des Pyrénées. On se situe à 1880 mètres dans la vallée du Marcado, très proche de la frontière espagnole. Le refuge, il était vétuste et plus en conformité par rapport aux attentes des clients actuels. On est devant le refuge Vallon-Marcado, à 1880 mètres, sur la commune de Cauterets. Un gros chantier de restructuration réhabilitation a commencé en 2020 pour s'achever en août 2022. Il a été décidé de faire un vrai projet structurant qui permette d'en faire un emblème des refuges des Hautes-Pyrénées. Il était important que notre projet soit exemplaire d'un point de vue prise en compte environnementale et énergétique. Tout a été fait dans une idée de sobriété. Une des principales idées de l'architecte, ça a été, tout en gardant la structure initiale, d'apporter un peu une uniformité à cette structure, d'uniformiser les niveaux et de venir apposer par-dessus une sorte de coque protectrice composée à la fois d'une structure bois, de l'isolant et d'un bac inox en surface pour vraiment finir de protéger. Un refuge de montagne, c'est un site isolé qui n'est pas raccordé au réseau Enedis. Donc il a été choisi de faire un mix entre plusieurs énergies renouvelables. D'abord, la première source d'énergie du refuge actuellement, c'est la picocentrale, c'est-à-dire une petite centrale hydroélectrique qui turbine l'eau potable. Deuxième source d'électricité, c'est les panneaux photovoltaïques qui sont en façade, qui ne sont pas la principale source d'énergie, mais qui arrivent pour les besoins, on va dire, vitaux du refuge. Il y a un bureau d'études qui a travaillé sur tous les calculs énergétiques en amont pour trouver le bon équilibre. On est passé du coup d'une solution qui chauffait à peine le bâtiment avec un poêle à charbon à une solution avec 2 poêles à granulés bouilleurs qui chauffent un réseau d'eau qui distribue la chaleur dans le refuge. On a été retenu pour un appel à projet NoWatt qui était assez exigeant vis-à-vis de la performance énergétique. L'objectif était de nous accompagner dans la réhabilitation de ce refuge, qui est quand même un des plus grands refuges français, mais aussi de soutenir le développement local de la filière tourisme. Et c'est un projet qui répond aux attentes des clients actuels et dont la pérennité économique nous semble assurée. Avis
Avignon est une ville de 95 000 habitants au sein d'une agglomération d'environ 200 000 habitants. La ville compte un peu moins d'une centaine d'équipements, donc 5 piscines, un stade nautique nordique ouvert à l'année. Le projet Ambition Piscine est né du constat du parc vétuste, notamment d'équipements aquatiques. Il a débuté en 2019 avec la réhabilitation du stade nautique, qui est un équipement composé de 3 bassins. Parallèlement à ça, la ville a également engagé un plan ambitieux de réhabilitation des 4 autres piscines de proximité, dont la piscine Jean Clément ici. Chaque piscine a une connotation ou une identité propre, et celle de la piscine Jean Clément était plutôt orientée vers la pratique famille-loisirs. L'objectif est pour la ville est d'une de répondre aux besoins de l'apprentissage de la natation scolaire, améliorer aussi les conditions d'accueil des usagers, proposer des activités attractives sur les piscines et bien évidemment aussi réduire les coûts de fonctionnement, notamment énergétiques, de ces établissements-là. Les piscines, c'est des équipements qui sont par définition très énergivores. Sur Avignon, les piscines représentent 2% de la surface de nos bâtiments municipaux, mais sont le premier consommateur énergétique puisqu'elles représentent 20% de la consommation énergétique de la ville. Entre 2021 et 2023, on a le coût de l'énergie qui a été multiplié par 2,5 avec la crise énergétique. Sans rénovation importante, le maintien de ces équipements pourrait se poser. Le coût du projet Ambition Piscine, en fait, il se répartit en 2 phases. Il y a une première phase qui est achevée avec la rénovation du stade nautique qui a coûté 18,5 millions d'euros. Et aujourd'hui, on est dans la deuxième phase avec la rénovation des 4 piscines de quartier couvertes pour un montant global sur 8 ans de 19 millions d'euros, 11 millions d'euros de travaux et 8 millions d'euros liés à l'exploitation sur les 8 années à venir. Concernant les travaux contribuant à la réduction des consommations énergétiques, on voit qu'on a repris la totalité de l'enveloppe du bâti en l'isolant. Et également, sur la toiture de l'accueil, on a posé des panneaux solaires thermiques qui viendront alimenter l'eau chaude sanitaire en chaleur, à hauteur de 50%. L'ensemble des travaux nous permet de réduire la consommation d'énergie du site et donc, par la même occasion, en fait, de réduire de 36% les émissions de gaz à effet de serre. Bonjour Olivier Sichel. Bonjour Valérian. Alors on vient de le voir, la Banque des Territoires est un acteur incontournable de la transformation écologique et énergétique. Ici nous sommes dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie, dans une ville qui fait partie du plan national Action Cœur de Ville, dans lequel la Banque des Territoires est très fortement impliquée et dont l'objectif, on le rappelle, est de redynamiser les centres des villes intermédiaires. On s'en rend bien compte, tous les grands enjeux se croisent, il faut rénover. Beaucoup, très rapidement, tout en accélérant la transformation écologique, Olivier. Ici à Mantes-la-Jolie, on est dans une ville qui fait partie des 234 villes du programme Cœur de Ville. Il y a un Français sur 4 qui habite dans ces villes-là. C'est Vesoul, c'est Dieppe, c'est Colmar, c'est Vierzon, c'est Dole, c'est Châteaubriand, c'est Saint-Brieuc. Enfin, c'est toutes les villes dans lesquelles je me déplace et dans lesquelles on a une approche particulière, une approche globale. C'est-à-dire qu'on a voulu tout traiter. Et surtout la transformation écologique. Et le grand sujet, c'est la rénovation thermique. La rénovation thermique dans laquelle la Banque des Territoires est très présente, la rénovation des logements sociaux, puis la rénovation des bâtiments publics, les écoles, les mairies. Et justement, aujourd'hui, on va beaucoup parler de la rénovation énergétique des bâtiments publics. On la compare souvent au chantier du siècle. C'est un énorme chantier parce que dans les émissions de CO2, le chauffage et le chauffage des bâtiments comptent pour beaucoup. Donc il faut les rénover, c'est-à-dire mieux les isoler. Et c'est un chantier énorme qui est très important, puis ça a un coût et puis ça se programme. On est dans le domaine de l'immobilier, on est dans le domaine des investissements très lourds et de la planification très longue. Alors quels sont les atouts de la Banque des Territoires justement pour répondre à tous ces grands projets? Tout d'abord la proximité. On a 16 directions régionales et on a près de 40 implantations locales qui permettent de discuter en toute proximité avec les maires. Par exemple ici, avec le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognier, on a pu discuter de sa problématique avec les logements au-dessus du commerce et la façon dont lui envisage les choses sur la problématique très spécifique de Mantes-la-Jolie. Je pense que la deuxième chose, c'est l'accompagnement dans l'ingénierie. Au départ du projet, il faut bien le concevoir et on a toute une série d'outils. Puis ensuite, on est quand même une banque, la Banque des Territoires, on a des moyens, les moyens qui nous donnent le livret A pour faire du financement de long terme. C'est ça l'important. Dans cette transformation écologique, ça ne se fera pas en claquant des doigts. Ça se fera en investissant sur le très long terme. Et nous, on a des prêts qui vont à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans,
qui garantissent de la visibilité pour financer ces gros travaux. On l'a dit, le chantier du siècle, eh bien, il y a un financement du siècle, eh bien, il y a un outil majeur qui est le livret A, qui est à la disposition de la Banque des Territoires pour accompagner les élus sur le très long terme. J'imagine qu'il faut aussi pour vous et vos équipes être en relation avec tout l'écosystème. Quels sont vos interlocuteurs, vos partenaires au niveau local et national? Vous avez raison Valérie, on ne va pas réussir tout seul, juste entre la Banque des Territoires et les élus. Il faut mettre en œuvre tout un écosystème. Alors d'abord, dans cet écosystème, il y a l'État, et puis le ministère du Logement, le ministère de la Transition écologique, qui fixe le cap, qui fixe les grandes directions. Ensuite, il y a les industriels. C'est un chantier industriel, la rénovation énergétique. Donc, on a la chance en France d'avoir des grandes entreprises dans ce domaine-là. Je pense par exemple à Saint-Gobain, qui fait beaucoup d'isolation. Et il y a les fédérations professionnelles qui ont leur rôle à jouer. Il y a les syndicats aussi d'énergie qui vont participer à ce grand chantier de la rénovation. Donc c'est tout un écosystème. Et la chance de la Banque des Territoires, ça a été véritablement de se constituer comme animateur de cet écosystème et d'être capable de fédérer les énergies sur ce grand chantier de rénovation thermique. Et d'être sur le terrain, effectivement, comme ici à Mantes-la-Jolie. On sait que vous sillonnez la France pour être au plus près des acteurs, des projets. Et c'est donc tout naturellement qu'on vous a suivi lors de vos déplacements au cœur des territoires. La pérennité en termes d'industrie de la ville de Mulhouse est partie de ce site-là. Donc DMC, Dollfus Mic Compagnie, qui à l'époque a vraiment structuré toute cette partie de ville. Et c'est quelque chose qui fait partie intégrante du patrimoine de la ville de Mulhouse. 11 hectares. Il y avait combien d'ouvrières là à l'époque? 6 000. 6 000 ouvrières. 6 000 ouvriers. Et maintenant, je vous montre le plus beau bâtiment. Alors ok, on y va. C'est vrai qu'elle est belle cette friche. Hein. Il y a une poésie là, avec les arbres centenaires, le lierre, le réfectoire. Dans les étages, nous avons 140 artistes. Oui, c'est ça. À peu près, oui. Et artistes quel type? Peintres, plasticiens? C'est plutôt les arts visuels, donc arts visuels. Peinture, sculpture, design. Sortie scolaire. Oui. Bonjour. Oui. Vous avez posé une ambition collective très très haute qui fait que ici, ça va être un parcours d'exception pour inventer un nouveau quartier de ville durable et multifonctionnel. Donc pour tout ça, vraiment merci de votre accueil et je suis vraiment ravi de ce déplacement. Là, c'est une belle rénovation d'école. Hein. Ça sent bon le bois. En plus, vous n'avez pas les odeurs, mais... Vous arrivez dans des locaux qui sont à la fois une extension et une réhabilitation. Mais vous allez voir que vous ne faites pas la différence. Est-ce qu'on peut avoir un peu des informations sur la performance thermique? En fait, par rapport à un modèle gaz, on a économisé 90% du CO2 qui aurait été émis. On fait, avec le projet, plus 80% d'économie par rapport aux performances d'avant rénovation. Sur la partie rénovation. Oui, c'est un projet quand même très performant. C'est une belle réussite. 80% d'économie, donc c'est vrai que ça laisse... Rêveur. Oui, ça laisse rêveur. Nous sommes rassemblés pour poser, oui, la première pierre de l'école Jacqueline Quatremer. Nous avons voulu que cette école soit un modèle de ce qu'on peut faire de mieux en termes environnementaux. Et nous avons la volonté d'avoir un programme qui puisse bénéficier à tout le monde, partager les bonnes pratiques et faire en sorte que demain, on ait 10 000 rénovations aussi réussies que la vôtre, monsieur le maire. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour poser les bases, pour décliner les outils et pour faire en sorte de partager les grands leviers dont nous disposons pour lancer un vaste plan de rénovation des écoles de ce pays. Et donc, je tiens vraiment à remercier très chaleureusement Christophe Béchu, ministre sans lequel
Vraiment, cette initiative n'aurait pas pu voir le jour parce que c'est un chantier pharaonique. Seuls 10 à 15% du patrimoine scolaire a été rénové. Donc il s'agit de s'occuper des 85 à 90% restants. Alors Olivier Sichel, pourquoi c'est si important pour vous d'être présent et de vous déplacer dans tous les territoires? Quand on dirige la Banque des territoires, on ne la dirige pas depuis Paris. Moi, toutes les semaines, je suis dans les territoires. Ça me fait toujours beaucoup plaisir, mais c'est surtout important d'être au contact du terrain, de voir les équipes, de voir les projets. Et il faut être aussi la banque de tous les territoires, donc il faut aller dans les territoires ruraux, dans les territoires montagnards, dans les territoires littéraux, dans les territoires urbains, les quartiers prioritaires de la ville. Donc on a une France qui est très variée, et on ne peut pas la diriger depuis Paris, depuis la rue de Lille. On a vu dans les différents suivis vidéo qu'il y a beaucoup de temps d'échange, de discussion sur le terrain. Qu'apprenez-vous justement de ces visites et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, pour moi, c'est vraiment très important, ces temps d'échange sur le terrain. D'abord, ça permet d'être en contact des réalités et de voir exactement ce qu'on finance. Ici, là, on est sur un belvédère fluvial à Mantes-la-Jolie, qui fait partie du programme Cœur de Ville. Ça permet de voir exactement le type de réalisation très concrète, très réaliste de ce qu'on fait. Ça permet aussi d'entendre les clients. C'est toujours extrêmement sain d'avoir les clients, les maires, les présidents de région, les présidents de département, vous dire ce qu'ils pensent de vous, de vos équipes, de vos produits. Et ça permet de les améliorer. Ça permet aussi d'avoir des idées. Moi, je suis absolument convaincu que les idées, elles viennent des acteurs de terrain. Elles viennent des acteurs de terrain qui sont confrontés aux problèmes et qui trouvent des solutions. Et la Banque des territoires, ça peut être ce catalyseur exceptionnel d'identifier ce qui se fait de nouveau et ce qui marche dans les terrains pour pouvoir le généraliser. Vous voyez, c'est une espèce de dialogue permanent entre le terrain, les territoires et le centre pour diffuser les meilleures idées, partager les meilleures pratiques. On va parler justement de très bonnes idées. On a parlé de rénovation. Alors rénover, oui, mais comment et avec quels matériaux? On va maintenant s'intéresser à des entreprises qui font bouger les lignes et qui innovent et qui produisent des matériaux biosourcés en bas carbone, des matériaux écologiques qui permettent effectivement d'apporter des réponses nouvelles au secteur du bâtiment. Wallup est la première usine au monde de préfabrication de panneaux en béton de chanvre qui allie le béton de chanvre, donc matériau biosourcé, à l'ossature bois dans un seul système qui permet de faire des façades. Bienvenue chez Wallup Préfa. Je vous montre un peu comment on fabrique nos murs. Donc ici on arrive à côté de la table d'assemblage. C'est ici où on va recevoir les murs ossature bois désassemblés. On va les assembler, les appareiller avec les réseaux pour les disposer après sur la ligne qui va nous permettre de les remplir. Cette ligne elle est mobile et elle va emmener la façade sous une machine. Et cette machine c'est un malaxeur industriel qu'on a inventé pour notre activité. Ici on est à l'extrémité de la ligne de préfabrication. Le mur a été rempli en béton de chanvre, c'est la matière que vous voyez ici qui est grisée. Le matériau a été rempli intégralement à la hauteur souhaitée et il va être relevé d'ici une petite dizaine d'heures une fois que le béton aura durci. Ici on arrive dans la partie de stockage de l'atelier. Elle va nous servir à stocker les éléments en tampon avant la livraison sur site. Ce tampon il va permettre de sécher les murs et il va également nous permettre d'appliquer des finitions, le bardage, les menuiseries, etc. Les limites sont celles du client avant l'expédition. Alors, les avantages du béton de chanvre dans la construction bois, c'est d'abord un matériau qui va créer beaucoup de confort en été d'un point de vue thermique, mais également un matériau qui est isolant l'hiver. C'est un matériau qui ne brûle pas. Un mur de 30 cm, c'est 4 heures de résistance au feu. Ensuite, évidemment, le carbone. 1 hectare de chanvre planté, c'est 14 tonnes de CO2 stockées. Et là, on est sur un matériau qui, après sa transformation, aura une très faible émission carbone, ce qui va vraiment permettre de correspondre à la réglementation environnementale 2020. L'arrivée de la Banque des territoires dans le capital de Wallup nous permet d'accélérer effectivement le développement de l'entreprise sur 2 axes prioritaires que sont la vie technique et d'autre part la fluidification de la ligne de production chez nous. C'est un enjeu évidemment fondamental. Nous sommes aujourd'hui dans un site industriel basé dans la Marne, sur Paris-Vatry. Muance, c'est une société qui a pour vocation d'industrialiser la construction des bâtiments à travers une approche modulaire et durable. Le béton, c'est 10 ans de recherche avec un partenaire qui est le CERIB, le Centre national du béton. Et ce qu'il a d'innovant, c'est qu'il est constitué à 50% d'air.
50% d'air, ça veut dire qu'on divise par 3 le poids du béton. Ça veut dire qu'on optimise de manière drastique l'empreinte carbone. On est dans des bétons ultra bas carbone. Et derrière, ça nous permet d'avoir une résistance thermique qui est 10 fois supérieure à celle d'un béton standard et une meilleure protection face au risque de feu. La solution constructive Muance, elle se base sur 3 piliers en fait. Le choix des matériaux, la proximité, le circuit court et l'optimisation des ressources. L'industrialisation, on industrialise jusqu'à 80% la construction des bâtiments en usine et également un pilotage grâce à un jumeau numérique qui nous permet d'avoir une image parfaite du bâtiment et de piloter de cette manière-là une usine jusqu'à une livraison sur chantier, la construction même du bâtiment. Les bailleurs sociaux aujourd'hui ont besoin de construire vite, ont besoin de construire beaucoup parce qu'il y a une demande qui est forte et insatisfaite. Et puis bien évidemment, on doit maîtriser nos coûts de production. L'objectif, ce n'est pas de faire une opération, c'est bien de générer derrière une capacité de production de logements sociaux pour d'autres bailleurs que ceux du territoire. Donc ça coche toutes les cases. De nouveaux matériaux écologiques, de nouvelles techniques de construction, un nombre colossal de bâtiments à réhabiliter. Le secteur de la rénovation énergétique a besoin de main-d'œuvre et pour répondre à cette demande, il est primordial de mieux faire connaître la filière et de former. Alors on est dans le cœur de l'école, le poumon de l'école. C'est ici qu'il y a beaucoup de vie, les élèves viennent à l'école aussi pour toucher le matériau. Et dans cet atelier, on leur permet d'apprendre à utiliser les machines, bien sûr, mais de réaliser des projets. Alors paradoxalement, le secteur de la filière bois manque de main-d'œuvre. Donc tout l'enjeu pour nous est de faire valoir nos atouts. On se rend compte que tout le vivier des bacheliers classiques, entre guillemets, scientifiques, technologiques, eh bien, ne voit pas le matériau bois comme un matériau porteur d'avenir. Donc l'enjeu pour nous est d'aller toucher ce public-là par différentes actions. L'État a souhaité donner des impulsions pour apporter aux filières clairement identifiées les compétences dont elles avaient besoin. Alors UpFib est un projet collaboratif qui réunit un certain nombre d'acteurs autour de la préoccupation de l'attractivité des formations sur le matériau bois. Donc quand on veut faire de la prescription, il est important de travailler avec un réseau d'acteurs que sont les FIBois, des associations régionales de promotion du matériau bois. Et là, l'objectif pour nous est de nous associer de telle sorte qu'ils puissent aller dans les collèges, dans les lycées, expliquer ce que sont les métiers. Pratiquement 10 000 personnes sont visées. Et d'expliquer à tous ces jeunes, effectivement, quelle est l'offre, de telle sorte qu'au moment de faire les choix, effectivement, ils envisagent le matériau bois comme un matériau à leur niveau et pour lequel ils peuvent apporter eux-mêmes beaucoup de choses. UpFib va nous permettre de compléter les différents parcours, puisqu'à ce jour, seuls 3 parcours existent. On va en rajouter un 4e, voire un 5e, sur la foresterie, et puis probablement plus globalement sur l'environnement, la conduite de projets bas carbone. Le projet UpFib est valorisé à un total d'à peu près 21 millions d'euros. Et à travers le programme France 2030, nous percevrons jusqu'à 10 millions d'euros de subventions nous permettant de déployer les différentes actions. Pour 2 échéances que sont 2030 et 2050, il faut avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, il est important qu'on ait des jeunes qui soient formés. C'est pour ça que toutes nos formations sont en train de prendre le virage du bas carbone pour pouvoir, d'une part, inciter nos jeunes à réfléchir en termes d'impact carbone et puis aussi d'apporter aux entreprises les compétences dont elles ont besoin et qui aujourd'hui leur font défaut. L'ASDER est une structure engagée pour la transition énergétique avec 2 pôles d'activité. Un service local de l'énergie pour accompagner les particuliers, les collectivités dans leurs projets de rénovation énergétique et d'énergie renouvelable. Et une école du bâtiment durable, donc un centre de formation pour former les professionnels de demain. L'ASDER est hébergé à la Maison des Énergies, qui est un bâtiment qui a une vingtaine d'années, un bâtiment démonstrateur, car il a été construit en architecture bioclimatique. Alors, la formation de chef d'équipe en construction durable, elle permet en 1 an de former des professionnels de chantier qui vont pouvoir diagnostiquer le bâti, réaliser les travaux d'isolation, d'étanchéité à l'air, de rénovation énergétique globalement. Voilà une maquette réalisée par des étudiants. Donc, il s'agit d'une structure bois avec un assemblage cheville bois.
Nos étudiants sont formés à la pratique sur notre plateau technique. Il est composé d'un certain nombre de maquettes, grandeur nature, qui vont permettre de travailler l'isolation biosourcée, notamment l'isolation paille par exemple, mais aussi la maçonnerie en terre crue, la pose de menuiserie, l'étanchéité à l'air, et tout un tas d'autres thématiques en lien avec la rénovation énergétique et l'éco-construction. Au niveau des enseignants, on a vraiment des professionnels de terrain, des personnes qui savent de quoi elles parlent et qui ont aussi du recul en fait, sur le monde de l'éco-construction. Donc c'est pas seulement du pratico-pratique, c'est pas seulement du manuel, on va savoir pourquoi on fait ça et comment on peut le faire au mieux. Depuis la création de l'ASDER, on estime avoir formé entre 5 et 10 000 personnes. Ça fait 2 ans qu'on est à plus de 1000 personnes par an et c'est un chiffre qui va sans doute encore augmenter. L'idée, c'est de toucher le plus de monde possible et d'embarquer avec nous un maximum de partenaires et d'acteurs parce qu'on sait que la transition énergétique, pour réussir, elle doit être collective. Olivier, on a vu une banque des territoires déjà bien engagée dans ce grand sujet de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et demain, c'est quoi la suite? Alors demain, la grande priorité, c'est les bâtiments scolaires. Les écoles, les collèges, les lycées, les universités, avec le programme EduRénov. Et là, on s'est fixé comme objectif, dans les 5 ans qui viennent, d'aller jusqu'à 10 000 bâtiments rénovés. Donc c'est un gros programme très très ambitieux. Et j'imagine qu'il y a d'autres grands projets pour vous? Alors d'autres grands projets, c'est celui de l'industrie verte. C'est vraiment d'accompagner aussi la mutation de l'industrie pour être une industrie décarbonée, notamment dans le foncier. Cette réindustrialisation, on veut la faire sur des friches industrielles qui existent déjà. Donc on ne va pas artificialiser de nouveaux terrains. Et puis il y a un gros sujet, Valérian, c'est l'eau. On sait qu'avec la sécheresse qui arrive et puis le changement climatique, il va falloir être plus sobre dans notre consommation de l'eau, faire en sorte que des réseaux d'eau qui parfois fuient jusqu'à 50%, 70%, on puisse les financer de nouvelles stations d'épuration. Donc l'eau va être un grand sujet pour la Banque des Territoires. Merci beaucoup, Olivier Sichel. Merci Valérian.